Je m'appelle Philippe Boxeau et je suis médecin légiste. Alors quand je rentre dans une salle d'autopsie, je me sens chez moi en fait. C'est mes meubles, c'est mes murs, c'est l'endroit où je travaille, c'est l'endroit où j'autopsie les cadavres. Donc je me sens chez moi avec une ambiance qui est peut-être particulière et qui est variable en fait, selon la salle d'autopsie que l'on fréquente, mais qui me plaît beaucoup. L'ambiance des salles d'autopsie est très variable selon qui est là. Est-ce qu'il y a des magistrats, est-ce qu'il n'y a pas de magistrats, est-ce qu'il y a des policiers, pas de policiers? Et puis avec qui vais-je autopsier, parce qu'on autopsie toujours à deux. Et donc il arrive que l'ambiance soit très calme, où on parle quasiment pas. Et puis dans d'autres situations, on parle beaucoup. Ça dépend avec qui on est. On parle jamais du corps, en fait. On parle en général de la vie, des choses de la vie, puisqu'on se connaît tous et qu'on sait qui est marié, qui n'est pas marié, les enfants, les problèmes qu'il a, etc. Je préfère travailler le matin. Et le matin, pour moi, ça peut durer jusqu'à 2 heures. Donc je me lève en général vers 6h30. Petite douche, etc. Bon, bref, 7h30, je suis dans mon bureau, à la maison. On va imaginer que c'est à la maison. Je travaille de 7h30 jusqu'à 1h30, 2h. Et puis là, effectivement, je m'arrête. Je bois une soupe. J'adore les soupes. Je mange pas beaucoup, en tout cas pas à midi, le soir un peu plus. Et c'est pas bon, il faudrait faire l'inverse. Ben voilà, c'est la vie. Et puis l'après-midi, je travaille encore, mais c'est moins productif, je dirais. Et alors le soir, c'est pas productif du tout. Ça, le soir, je m'abstiens. Quand je travaille le soir, je relis le matin, pour être sûr que ce que j'ai fait ne sort pas des clous. Eh bien, j'aime les deux. Donc la question, c'est plutôt de savoir, est-ce que je préfère examiner un cadavre ou faire du jardinage? Eh bien, les deux sont très complémentaires dans la vie. On ne fait pas que travailler. Le jardinage, ça me permet, moi, de m'évader, de sortir du milieu, de penser à autre chose, penser au jardin, à la plante, à la fleur, au chardon, au truc, de voir aussi comment je vais faire un beau jardin. Voilà, le jardinage, pour moi, c'est une évasion. Tu préfères médecine ou droit? Alors, là maintenant, objectivement, je préfère la médecine, dans la mesure où j'en ai fini les études et je cerne bien le concept. Le droit, pour moi, c'est un concept plus vague. C'est-à-dire, je ne suis pas allé au fond des choses. J'ai fait la criminologie, qui m'a appris beaucoup de choses. Effectivement, même en matière juridique, mais je ne suis quand même pas un juriste. Je préfère un suicide ou un meurtre? Je préférerais que la personne ne soit pas morte, déjà. Parce que le fait qu'elle soit morte, si c'est un suicide, c'est vraiment dommage, parce que ça veut dire qu'elle a vécu une période qui est vraiment très difficile, dont elle est enfin arrivée au bout, c'est ça qui est malheureux. Et si c'est un meurtre, la personne n'a jamais souhaité mourir, et quelqu'un lui a néanmoins ôté la vie. Mais à l'examen, je préfère une situation où on m'annonce un suicide et où je découvre que c'est un meurtre. Alors là, c'est le pied, c'est le Graal de tous les médecins légistes. Alors, quand je suis tout seul en salle d'autopsie, en général, je mets de la musique. J'aime beaucoup certains morceaux, pas tous, mais certains morceaux de musique classique, par exemple. Et c'est souvent cette musique-là que j'écoute. Régulièrement du Richard Wagner. Ça, j'aime bien. Richard Wagner, c'est une solennité, et l'autopsie, c'est aussi un moment solennel, puisque c'est la dernière fois qu'on va avoir un contact avec le corps, c'est la dernière fois aussi qu'on va arriver à le faire parler. Donc c'est un moment aussi très solennel. Ce métier est un métier passionnant. En fait, il y a pas mal d'éléments qui font qu'on peut le trouver passionnant. Pour ma part, en tout cas, c'est le fait d'aller à la recherche des traces et des indices sur un corps. Et puis une fois que je les ai vus, de les faire parler, ces indices, pour tenter de déterminer s'il s'agit d'une mort naturelle, quel type de mort naturelle, un accident, de quoi est-il mort, un suicide ou un meurtre, et toujours avec la même question, quelle est la cause précise du décès, et essayer d'approcher au plus près du moment du décès. Voilà, ça c'est très amusant à faire, je trouve. Chaque corps qu'on examine, chaque corps qu'on autopsie, chaque corps qu'on analyse, c'est toujours une énigme. C'est toujours une énigme parce qu'il est plus capable de parler. Et donc, la manière de travailler du médecin légiste, c'est d'arriver à lui donner une dernière fois la parole. Il y a beaucoup de gens qui sont fascinés par la mort.
C'est pas mon cas, j'ai pas de fascination. La fascination que l'on a de la mort, à mon avis, c'est essentiellement parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et en général, de ce que l'on ne connaît pas, on en a peur. Souvent, pour juguler cette peur, on le fantasme ou on lui accorde une fonction peut-être parfois un peu irréelle ou surnaturelle. Hein. Parce que ce que l'on explique, ce que d'aucuns expliquent, ceux qui y croient, qu'il y a une vie après la mort, c'est quelque chose qui en soi n'est pas naturel puisqu'on ne l'a jamais observé. Donc c'est forcément surnaturel. Et ça, mon Dieu, moi ça me touche pas. La mort pour moi c'est un peu comme un interrupteur. On a coupé l'interrupteur, ben voilà, on vit plus. Point. L'odeur de la mort, c'est une odeur de putréfaction. Donc si vous avez déjà senti de la viande qui putréfie, c'est pas exactement cette odeur-là, mais ça s'en rapproche déjà. Voilà. C'est donc une odeur qui est, j'ai bien dit de la viande, hein, pas des poissons, crustacés, coquillages, ça c'est encore une autre odeur. Si vous prenez du bœuf ou du porc, c'est une odeur qui s'en rapproche déjà beaucoup plus, parce que si vous prenez un chat ou un chien, par contre c'est une odeur qui s'en éloigne fortement. C'est une odeur qui est hyper désagréable, hein, vraiment très désagréable. En fait, c'est une odeur qui est faite d'amines de putréfaction qui ont cette caractéristique inexplicable, mais en tout cas de puer. Ça c'est sûr, ça pue. Quand on revient d'une garde, ça dépend quel type de cadavre on a vu, mais si on a vu un cadavre putréfié, tous les médecins légistes sentent nécessairement la putréfaction. Alors voilà, c'est une odeur qui est extrêmement désagréable, qui se sent mais super bien à plusieurs mètres. Donc ce que je fais pour ma part, c'est de me déshabiller dans mon vestibule, tous les vêtements à la lessive, une douche, et puis seulement je viens retrouver tout le monde. Dans notre métier, si on veut durer, il faut absolument arriver à couper la sphère privée de la sphère boulot. Ça doit être deux choses différentes. Si le boulot intervient dans la sphère privée, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. J'ai jamais rêvé d'un cadavre que je vais autopsier, ni d'un autre d'ailleurs. J'ai jamais rêvé de mon métier ne m'a jamais perturbé dans ma vie privée. Et heureusement. Il faut vraiment que ce soit bien séparé, bien distinct. Les mots qu'on utilise sont souvent révélateurs de ce que l'on vit. Le mot « défunt » est un mot que j'utilise pas souvent. J'utilise souvent « cadavre »,« corps », même parfois « macabée », mais ça c'est plutôt dans des conversations entre amis, c'est certainement pas à la télé ni à la radio. Mais oui, c'est une façon de le déshumaniser. C'est-à-dire que ce métier n'est réalisable, à mon sens, que si on conçoit que le cadavre qui est en face de nous est totalement déshumanisé. Je sais son nom, son prénom, mais je sais pas qui il est. Je l'ai pas connu, je l'ai pas aimé. Mais je peux deviner, en tout cas en le voyant, qu'il a vécu sans doute des choses semblables aux miennes, etc. Mais ça me touche pas, voilà. Tant qu'il est déshumanisé, ça va. Et le problème que l'on a, occasionnellement, c'est que on voit la famille. Alors, voir les familles, c'est toujours un moment touchant, terriblement touchant. Faut être un peu blindé pour supporter ça. Je préfère les voir quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quand ils le demandent, et si le magistrat requérant, celui qui me requiert, accepte, sinon je peux pas. Je préfère les voir après et répondre à leurs questions. Leurs questions, et ça c'est un grand truc, toujours dire la vérité. Si la personne a souffert, oui, elle a souffert. Mais expliquez comment. Pas, elle a souffert. Elle a souffert, ça veut rien dire. Et en même temps, ça veut tout dire. Ça veut tout dire parce que celui qui est en souffrance du fait que son proche ait souffert en mourant va nécessairement envisager la pire des souffrances qui soit. Non, il faut relativiser. Et dire voilà, c'est une souffrance, mais c'est pas plus grave qu'eux, ou c'est l'équivalent d'eux. Voilà, des trucs comme ça. Mais toujours dire la vérité, en tout cas, aux familles. Alors la première fois que j'ai vu un mort, c'est une expérience traumatisante parce que c'était un mort de ma famille. Quand vous voyez un mort que vous connaissez pas, normalement l'expérience n'est pas si traumatisante qu'un mort de la famille, hein, clairement. Et donc j'ai vu ce mort, c'était ma grand-mère. Et ça m'a pas plu du tout. Et en fait, il y a vraiment deux choses différentes. Les morts que vous connaissez et puis ceux que vous connaissez pas. Les morts que vous connaissez, c'est difficile. Parce qu'il y a de l'émotion, parce qu'il y a, vous avez aimé cette personne, vous savez qui elle est pour vous, vous savez aussi parfois ce qu'elle a fait pour vous. Donc il y a tout un flot de sentiments qui vous submerge à voir ce corps qui, vous le savez, ne vous répondra plus jamais. Par contre, les autres ne me répondent plus non plus, mais bon, j'essaie de les faire parler, c'est pas la même chose. Mais ceux-là, je les connais pas, il n'y a pas d'affect, donc c'est pas un problème.
Ah ben j'étais dans cette salle-ci, tiens, exactement ici. Je traversais la salle de ma droite vers ma gauche. À ma droite, c'est le couloir d'entrée à ma gauche. Il y a là un appareil de radiographie. Et bon, c'est un nouveau qui est là, mais à l'époque, c'était un autre plus ancien. Et j'étais étudiant. J'étais étudiant, ça veut dire que j'avais quelque chose comme 23 ans, je crois. Et j'ai traversé cette pièce pour aller faire des radiographies de morceaux de cadavres qu'on étudiait en anatomie pour voir comment les muscles étaient vascularisés. Et ces muscles-là, on les avait injectés avec des substances radiopaques, donc des substances dont on peut voir la trace à la radiographie. Il me fallait un appareil de radiographie, il n'y en avait pas en anatomie, il y en avait en médecine égale, je venais en médecine égale. Et j'avais l'habitude, j'avais la clé, donc je traversais, j'allais faire mes petites radios, c'était bon, je repartais. Et puis là, un jour j'entre, c'était déjà ouvert, et ils étaient ici dans cette pièce en train d'autopsier. Un mort, je ne sais plus quel mort c'était d'ailleurs, mais ils étaient en train d'autopsier un défunt, et quand j'ai traversé, je suis resté un peu scotché par le spectacle qui était là, juste sur ma gauche là pour l'instant, et franchement, ça m'a beaucoup plu. Alors, ils ont vu, les médecins légistes, que ça m'intéressait, ils me connaissaient un peu, puisqu'ils savaient qu'il y avait un étudiant qui venait faire de la recherche, etc. Et ils m'ont proposé d'enfiler une paire de gants et de prendre un scalpel. Et donc, j'ai travaillé avec eux. Je suis plus parti. La première fois qu'une histoire m'a bouleversé, ce sont toujours les histoires d'enfants. Tu vois, les histoires d'enfants, c'est des histoires qu'on ne devrait jamais voir. Les enfants, ils sont pas faits pour mourir, ils sont faits pour vivre. Ils ont toute une vie devant eux. Et là, je me retrouve avec des enfants qui sont morts. C'est pas leur destin. Et malheureusement, c'est arrivé. Et ben ça, c'est toujours une histoire très triste. Et objectivement, de toutes ces histoires-là, il me faut toujours, à moi personnellement, un petit moment pour revenir à la surface. Ah, c'est assez dramatique. En fait, tout le monde riait. C'était affolant. J'arrive dans une maison où le dais funéraire était déjà mis. C'était l'époque, ça fait plus de 20 ans, où quand il y avait un mort dans une maison, on mettait des espèces de couvertures, de tentures tout autour de la porte d'entrée pour signaler qu'il y avait un mort là-bas. À l'époque, il n'y avait pas encore les funérariums comme on a aujourd'hui, donc on conservait les morts à la maison. Et là, c'est une petite dame qui est morte, en tout cas elle est réputée morte, tu vas comprendre. Et quand j'arrive, les policiers me disent « Docteur, c'est spécial, vous allez voir ». Et je vois, face au catafalque, donc t'as le cercueil qui est sur une table, quoi, hein, pour être bien visible. Devant, il y a une petite table avec le goupillon, tout le machin. Et puis devant la table, il y avait une dame qui était morte. Et les policiers me disent, ben voilà, c'est elle que tu dois examiner. Je dis, oui, expliquez-moi un peu comment elle a fait pour sortir de son cercueil et venir mourir là. Il y a quelqu'un qui l'a acheté, on a retourné le cercueil, il s'est passé, ah non, t'y es pas du tout, qui me dit. Et la dame qui était dans le cercueil, elle n'était pas vraiment morte. Et la voisine, là, elle venait lui rendre visite, c'est la petite dame qui est devant toi. Et donc, quand la voisine est arrivée, il y a la morte qui s'est relevée et qui lui dit « Oh, Ernestine, qu'est-ce que tu viens foutre là ?» Et la dame Ernestine en question, qui n'était pas morte, elle est devenue. C'était au volant de ma voiture, quand le câble d'arrivée d'essence s'est décroché et que l'essence s'est répandue sur le moteur. La voiture a pris feu. J'ai juste eu le temps de cavaler, et puis il y a une petite explosion, enfin, la voiture était détruite. J'ai encore eu d'autres fois, j'ai frôlé la mort, comme le jour où j'étais avec des policiers, et j'étais en train d'examiner un bonhomme qui s'était suicidé à l'arme à feu. J'ai pris l'arme à feu, je l'ai donné à un policier. Je ne sais pas quelle manœuvre il a faite, mais le coup de feu est parti, et j'ai entendu la balle qui sifflait pas très loin de ma tête. Voilà, c'est le genre de choses qui arrivent, hein. La première fois que mon intuition m'a sauvé, mon intuition, elle m'a jamais sauvé, hein. En médecine légale, c'est pas de l'intuition, hein. C'est clairement du scientifique. Alors, on va vraiment à la recherche des traces et des indices les uns après les autres d'une façon tellement systématique que finalement l'intuition a très peu d'intérêt. L'intuition, je l'ai parfois, mais pas devant un mort, c'est plutôt devant un auteur. Plusieurs fois, j'étais mis en face d'un auteur et je me suis dit, c'est lui. Le comportement de la personne, je me dis, c'est lui. Je le dis aux policiers, et bon, au départ, j'étais un petit jeune médecin légiste, on ne faisait pas trop attention. Aujourd'hui, quand ça m'arrive encore, c'est exceptionnel, hein, c'est vraiment très, très exceptionnel. Là, ils font plus attention. Je suis d'un tempérament comique, mais je peux râler, mais bien. Et en plus, j'adore râler. Donc, il ne faut pas me mettre dans une situation où je peux râler parce que je vais le faire. J'adore manger avec des copains, aller au resto, ça j'adore faire. Voilà.
En dehors de ça, j'aime l'histoire, j'adore lire. Je fais du kayak, mais il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il n'y ait pas des inondations. Donc ça fait déjà 3 conditions qui rendent la chose un peu difficile et plus occasionnelle que récurrente. Et puis voilà, grosso modo, je suis pas quelqu'un d'exceptionnel, j'ai une vie normale. Ah, oh, non, dis, comment t'as eu ça, toi? C'est moi. À l'époque, je devais avoir 5 ans, 6 ans. À mon avis, c'était en vacances. Mais comment t'as fait pour avoir des photos comme ça? J'ai une petite raquette de badminton. Moi, enfant, j'étais assez colérique. Je râlais souvent. J'ai rigolé beaucoup. J'ai toujours eu ce double aspect. Bien rire, mais bien râler aussi. Donc bien équilibré, finalement. Et j'adorais jouer aux petits soldats et aux petites voitures. Alors, est-ce que j'étais déjà fasciné par la mort, à tuer des mouches? Non. Les insectes, je les respectais. Il y a des insectes que j'aime pas, c'est les guêpes et les moustiques. Les autres, je m'en fous, ils peuvent vivre. Mais les guêpes et les moustiques, ils m'emmerdent bien. Et ceux-là, je préfère les buter que de me faire piquer par eux. Oh, my goodness! Mais oui, c'est moi. Avec mon nounours. Ah, là, c'est pas mon nounours, c'est ma maman. Et elle avait... Attends, quel âge elle avait quand elle m'a eu? Elle était dans la vingtaine, un peu avant 25 ans, je pense. Alors, mon père était ingénieur des mines et ma mère avait été secrétaire au bureau où il travaillait. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et puis qu'ils se sont mariés. Et mon père est mort en 2024. Il est mort l'an dernier, le 29 février. Ils ont passé toute leur vie ensemble. Ils ne sont jamais quittés, jamais séparés. J'ai une sœur. Elle est née 20 mois après moi, tu vois, ils nous ont eu de façon assez rapprochée en fait. Et elle est devenue magistrate. Ah voilà, ça, cette photo-là a été prise par un membre du laboratoire. Là, j'étais pas étudiant, j'étais déjà médecin légiste en formation avec une de mes collègues. Alors, étudiant, j'étais plutôt fêtard, c'est-à-dire que la première année, j'étais terriblement stressé parce que la première année, c'est une année où on ne sait pas si on va en sortir. C'est pas de la médecine en plus. On fait de la physique, de la chimie, de la biochimie, des mathématiques. Et maintenant, ils ont rajouté un peu d'anatomie. Mais à l'époque, il n'y a même pas d'anatomie, quoi. C'était de la biochimie, c'était plein de trucs comme ça, c'était de la science. Et j'étais un peu stressé parce que je sortais de latin grec. Et en latin grec, on fait pas beaucoup de sciences, hein. On faisait beaucoup de latin, beaucoup de grec, beaucoup de français, beaucoup d'histoire. C'était très très belles études, mais qui ne préparent pas nécessairement, en tout cas, à une carrière scientifique comme celle de la médecine. Et donc, j'étais très stressé en première, j'ai étudié. J'ai vu que je passais, j'étais en deuxième, et là j'ai commencé à faire mes baptêmes, le baptême de médecine. Je l'ai fait en 1984, c'était au mois de novembre. Et puis à partir de là, j'ai commencé à découvrir la vie estudiantine. Je m'y suis beaucoup plu, j'ai nettement moins étudié, j'ai néanmoins réussi. À l'époque, c'était faisable. Effectivement, il y avait des étudiants qui découpaient la peau du crâne, par exemple, avec les oreilles, et puis qui s'en servaient comme d'un casque pour faire rigoler la galerie. Ça, c'est des histoires d'étudiants qui sont arrivés il y a maintenant presque 40-50 ans, quoi. Aujourd'hui, vous faites ça, vous êtes mort, vous êtes à la porte de l'université. Hein. Il y a vraiment eu un basculement dans le respect que l'on devait avoir du corps. On l'a senti en médecine légale aussi, ce basculement, et un basculement aussi dans la façon dont on peut parler des gens, dont on peut parler d'un cadavre, le souci qu'on a aussi pour la famille qui entoure le cadavre. Tout ça, on n'avait pas avant. Et tout ça s'est développé au cours du temps. Aujourd'hui, ces blagues estudiantines, si quelqu'un l'a fait, je suis sûr qu'il vole à la porte de l'université, manu militari. Alors ça c'est moi, oui, ça je me reconnais. Avec ma première fille, Marie-Émilie, et la petite croquette qui est dans les bras de ma fille, Marie-Émilie, pourtant bébé, c'est un plus petit bébé, c'est Adrien, c'est mon gamin. Alors, pour vous dire, aujourd'hui, Marie-Émilie a 29 ans, approche de la trentaine, et Adrien, il a 26 ans, 27. Donc, tout ça vieillit, hein. Tout ça vieillit. C'est terrible de revoir ça. Et moi, mon Dieu, mais j'ai l'air d'un gamin. Vous vous rendez compte, à l'époque, je suis déjà en médecine légale, je suis déjà médecin légiste. Et là, j'ai l'impression que si on me tord les oreilles, il va encore sortir du lait, quoi. Au début, je n'étais pas très attentif. On ne peut pas dire que j'étais un papa poule du tout. J'étais dans ma carrière de médecin légiste, un boulot qui prenait énormément de temps. Je devais faire une thèse de doctorat, enfin, il y a plein de choses à faire. Les enfants ont débarqué dans ma vie à ce moment-là.
Et je dois bien avouer que je m'en suis pas très bien occupé au début. Et puis le temps passant, et surtout les divorces, j'ai divorcé enfin on s'est séparés en 2003, on divorçait un peu plus tard, mais on s'est séparés en 2003. À partir de ce moment-là, c'était une bénédiction parce que j'ai eu assez rapidement la garde alternée des enfants, et là, je m'en suis occupé. Et vraiment, le divorce, c'est très spécial à dire, mais le divorce a été une chance pour moi de m'occuper de mes gosses. Ah oui, j'ai des regrets parce que c'est une belle période que j'ai loupée. En tout cas, je l'ai loupé avec Marie-Émilie, moi avec Adrien, et je ne l'ai pas du tout loupé avec Sophie. Donc Marie-Émilie, c'est l'aînée que j'ai moins vue quand elle était bébé. Mais là, je les vois toutes les semaines. C'est-à-dire toutes les semaines, ils viennent à la maison. C'est ma femme qui prévoit ça. On fait un repas de famille tous les samedis. On a des amis qui viennent, on a la famille qui viennent, porte ouverte pour tout le monde. C'est un vrai plaisir. Ah, Elsa. Alors, je vous présente Elsa. Alors Elsa, c'est un petit chien, c'est un premier de sa race, hein, ça veut dire que c'est un bâtard. Elle a, on ne sait pas exactement l'âge qu'elle a, elle a peut-être 2-3 ans. Et ma femme a 3 chiens mâles. 3 chiens mâles qui lui collent au cul, comme c'est pas permis, et qui m'ignorent, mais superbement. Et ma femme voulait un 4e chien. Bon, elle est un peu folle, il faut savoir, pour vivre avec moi, déjà, il faut être un peu fou. Et elle voulait un 4e chien, et j'avais dit, OK, mais je veux que ce soit une femelle, petit, dont personne ne veut. Je voulais faire un sauvetage, quoi. Et pour la Saint-Valentin, je ne sais plus de quelle année, je crois que c'était il y a 2 ans, elle m'a amené Elsa. Elsa me colle, comme les 3 autres collent ma femme. Voilà. Pour le 3e livre, mon éditeur avait dit, écoute, on va faire des photos. Alors il faut que tu viennes avec plein d'habillements différents, on va chez un photographe. Et j'avais pris le chien, j'avais pris Elsa. Et Elsa, c'est quand j'étais en train de prendre la pause, là, assis, etc., Elsa s'est plantée devant moi en regardant le photographe. Le photographe dit, bah, ça fait rien, on l'effacera après. Eh ben, on l'a pas effacée, hein. Elle est sur 400 000 bouquins, en fait. Sur la photo, vous voyez la femme que j'ai épousée en 2021. On était ensemble depuis 2010, hein. Et finalement, après le Covid, on s'est rendu compte que à vivre ensemble comme ça marchait bien pas mal, et je lui ai proposé d'épouser. Et voilà, en 2021, c'était fait. Alors c'était le Covid, enfin la Covid, on doit dire la Covid. Et donc le mariage s'est très bien passé, mais en petit comité. Et néanmoins, elle m'a fait installer une tente dans le jardin pour pouvoir recevoir un peu plus de gens. Et à l'époque, on pouvait, si c'était à l'extérieur, si il y avait un traiteur, inviter une centaine de personnes, et donc on a invité une centaine de personnes les plus proches. C'était très sympa comme mariage, vraiment très cool. Nadine, que vous voyez là sur la photo, a une fille, Margot, qui est juste à côté d'elle, et puis ils avaient mes 3 enfants. Eh ben, ils se considèrent comme frères et sœurs, donc c'est un truc qui marche super bien, c'est une famille qui tourne bien. Chou, comment te dire? On n'a pas l'habitude de se dire des compliments, mais du fond du cœur, je peux dire que je suis très très fière de toi. Tu nous fais vivre des choses exceptionnelles qui nous dépassent un peu. On a toujours l'impression que le tsunami est passé, mais en fait, il est toujours au-dessus de notre tête. La seule chose que je te demande, c'est surtout de ne pas changer, de rester égal à toi-même. Et tant que tu feras ça, je t'aimerai à la folie. Waouh, elle est top, hein. Bah oui, ça me touche. En fait, on n'a pas l'habitude de ça. Moi, je suis plutôt grognon comme gars. Donc, se dire des mots d'amour, on fait jamais. Se dire des compliments, on fait jamais non plus. De temps en temps, il faut que j'y pense. Mais on rate aussi tous les anniversaires de mariage, encore cette année. Alors qu'il y avait une émission qui m'avait donné une belle plaque en disant « Philippe, n'oublie pas », il m'avait offert ça sur une émission en plateau de télé, « N'oublie pas l'anniversaire de mariage », j'ai la rouvie. Donc voilà, je suis comme ça. Donc oui, c'est touchant, c'est touchant. On voit que ça vient du cœur, quoi. Non, jamais. J'ai jamais autopsié. J'ai déjà examiné quelqu'un que je connais. Et c'était des circonstances absolument infâmes. C'est un truc dont je me souviens, mais j'ai pas aimé du tout. Mais c'était nécessaire de le faire. Et je l'ai fait en me disant que c'était le dernier service que je pouvais lui rendre. Alors, la personne que j'ai examinée et que je connaissais, c'est une dame de mes connaissances que j'ai reconnue sur la scène d'un crime. Mais je l'ai reconnue un peu tard. Je l'ai reconnue au bout de 2-3 heures. C'est-à-dire que c'était une scène de crime, il y a beaucoup de choses à voir. Et surtout,
quand quelqu'un meurt, quelqu'un que tu connais, il faut faire un effort pour le reconnaître. Et cet effort-là, je ne l'avais pas fait. Et on ne m'a pas donné l'identité de la personne parce qu'il ne l'avait pas. Et donc, je me suis à un moment donné rendu compte que c'était cette personne-là. Je l'ai dit au magistrat, qui m'a dit, écoute, de toute façon, il n'y a aucun problème. C'est une affaire qui est déjà arrêtée, c'est fini, sur le plan pénal, donc il n'y aura pas de souci. Juste me faire un rapport des lésions qu'elle présente, c'est bon, je l'ai fait. C'est pas marrant d'examiner quelqu'un que l'on connaît. Et d'ailleurs, ça ne doit pas se faire. Parce qu'on demande de nous que nous soyons neutres. Or, l'émotion que l'on peut avoir en examinant un corps en l'autopsiant n'est certainement pas un gage de neutralité. Donc, pour être neutre, il faut ne pas connaître les gens que l'on autopsie ou que l'on examine. Les cheveux et les ongles poussent après la mort, vrai ou faux? Eh bien, c'est parfaitement vrai. Pourquoi? Parce que quand la mort est un processus, pas un événement, c'est comme ça qu'on l'a défini chez nous, ça veut dire que toutes les cellules du corps ne meurent pas en même temps. Les cellules qui font pousser les cheveux, les cellules qui font pousser les ongles, sont des cellules qui continuent après la mort. Et d'ailleurs, vous aurez peut-être, pas des ongles qui, de tout petit comme celui-là, deviennent tout grands comme ça. Hein. C'est minuscule comme croissance, mais il existe. Et d'ailleurs, les pompes funèbres vous expliqueront toujours, puis ceux qui ont connu des morts masculins dans leur famille le savent, il faut les raser. Quand on présente le corps plus de 24 heures, le lendemain matin, les pompes funèbres viennent, ils rasent le corps, parce que la barbe a poussé. Les hommes ont-ils une érection post-mortem, vrai ou faux? Eh bien, je vais tous vous décevoir, c'est totalement faux. Mais c'est une légende qui a couru, notamment quand on pendait les gens. Vous savez, une époque où la peine de mort existait, ça commence à dater heureusement, mais la peine de mort existait. Et l'une des façons de faire mourir les gens, c'était de les pendre. Et ce que d'aucuns avaient remarqué, c'est qu'il y avait une perte de sperme qui se faisait par le pénis du pendu. Et pour cause, il y a, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est un peu long, mais il y a un processus éjaculatoire qui peut se faire et voir le jour suite aux contractions musculaires. Alors, tous les cadavres masculins perdent du sperme. Mais comme en général ils sont en position couchée, ça ne se voit pas. Mais chez le pendu, puisqu'il est en position verticale ou semi-verticale, forcément ça va couler vers l'extérieur, ça va se voir. D'où l'idée que les morts ont une érection post-mortem, ce qui est totalement faux. Les insectes aident à dater précisément un décès vrai ou faux. Eh bien, c'est parfaitement vrai. C'est une découverte qui a été faite par un vétérinaire français en 1851. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « La faune des cadavres ». Et puis, vous savez, il y a eu plein de guerres. Hein. 1870 avec la Prusse, en 14-18 avec les Allemands, en 40-45 avec les Allemands. Enfin, il y a eu plein de guerres. Et j'avoue que cette découverte-là est passée complètement au bleu. Personne ne l'a vraiment relevé et on ne l'a jamais développé. Et puis, un jour en Belgique, à Liège, il y a un médecin. Il s'appelle Marcel Leclerc. Il est malheureusement décédé il y a quelques années maintenant, il y a presque 20 ans, qui a remis cette technique au goût du jour. Il était fou d'amour pour les mouches. Bon, chacun son truc, hein. C'est pas le mien, c'est sans doute pas le vôtre, mais il était fou d'amour pour les mouches. Il a identifié 2 millions d'espèces de mouches différentes, et même des mouches qu'on n'avait jamais vues. Il leur a donné son nom, le nom de ses enfants, etc. Et Marcel a remis cette technique au point qui fait qu'aujourd'hui, on peut, grâce aux mouches, quand il y en a, il faut qu'il y en ait bien sûr, dater avec une précision à un jour près le moment du décès. Un cadavre peut-il encore faire du bruit, vrai ou faux? Eh ben oui. Venez avec moi un jour, enfin c'est une façon de parler, hein. Pour dépendre un mort par exemple, eh ben, vous allez entendre que y a du bruit qui sort. Hein? Qui sort par ses cordes vocales et c'est très troublant parce que vous entendez encore la voix du bonhomme. Donc un cadavre peut encore faire du bruit après la mort, c'est un exemple, il y en a d'autres. Est-ce que l'on peut mourir de rire? Eh ben oui, on peut mourir de rire. Bon, c'est chez des gens qui ne sont pas nécessairement en bonne santé, hein, sur le plan cardiaque. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on rit tellement fort qu'on fait ce qu'on appelle la valsalva, c'est-à-dire que l'on a expurgé tout le sang qui se trouve à l'intérieur du thorax. Alors chez ceux qui, malheureusement, ne sont pas en bonne santé, le sang ne va pas revenir aussi facilement que ça, il risque l'arrêt cardiaque. Peut-on être enterré vivant par erreur? Eh ben oui, c'est déjà arrivé.
Moi, j'ai pas connu de cas. J'en ai pas connu. Je dis pas que j'aurais aimé en connaître, hein. C'est une horreur pour celui qui vit ça, hein. C'est loin d'être marrant, mais j'en ai pas connu. Mais néanmoins, c'est décrit dans les littératures. Et à l'époque victorienne, c'est l'époque de la reine Victoria en Angleterre, eh bien, les gens avaient cette angoisse d'être enterrés vivants. Et ce qu'ils faisaient, c'est, on avait créé des cercueils qui s'ouvraient par l'intérieur. C'est-à-dire que si le mort n'était pas mort, il pouvait taper sur un bouton, le cercueil s'ouvrait. On avait inventé un système aussi qui faisait qu'il y avait une petite cloche, un fil plutôt, qui partait du cercueil et qui s'étendait à une petite cloche qui était en surface. Et puis, si le gars n'était pas mort, il pouvait toujours actionner la petite cloche pour signaler qu'il n'était pas défunt. Problème avec ça, c'est qu'on ne vit pas longtemps dans un cercueil. Pourquoi? Parce que l'ambiance, l'air est confiné, hein, c'est une atmosphère confinée, il n'y a pas d'échange. En tout cas, quand il est enterré. Ce qui veut dire qu'on va vivre quoi? 20 minutes, 30 minutes, grand maximum à l'intérieur d'un cercueil. C'est une mort qui n'est pas marrante parce qu'on sait qu'on va mourir parce qu'on est en cercueil, on panique, on consomme d'autant plus d'oxygène, donc on va mourir encore plus vite. Et puis à un moment donné, on s'endort, on entre dans un état de carbonarcose suite à l'accumulation du CO2. Enfin, une catalepsie. Catalepsie, ça veut dire un état de mort apparente. Qui dure plus de 24 heures, c'est quand même exceptionnel. Eh bien, je pense qu'il n'y a rien après la mort. Mais attention, le dire, c'est un acte de foi, ce n'est pas un constat scientifique. Puisque personne n'est jamais revenu de la mort pour nous le dire, on ne sait pas ce qu'il y a après. L'idée que tous les scientifiques ont, dans mon genre, l'idée matérielle, hein, matérialiste même, de ce concept, c'est il n'y a rien après, puisque personne n'est jamais venu nous dire qu'il y avait quelque chose après, et puisque, pour beaucoup, la pensée et ce que nous sommes n'est jamais qu'une construction de notre cerveau, c'est-à-dire une construction de la matière. C'est de la matière que naît le mental. Et donc, si on part dans un système tel que celui-là, et si on adhère à ces systèmes-là, forcément, le cerveau étant détruit, la personne n'existe plus. Et donc, il n'y a rien après la mort. Voilà. Mais c'est une vision très scientifique. Beaucoup ont une foi en quelque chose qui se produirait ou qui arriverait après la mort. Franchement, je le souhaite. Ouf, toi! My goodness! Je suis chez mes parents, je reconnais les fauteuils. Et c'est un petit garçon qui a 12 ans et qui fait sa profession de foi avec une aube et une croix autour du cou. C'est moi. C'est moi à 12 ans. Alors oui, failli être prêtre, j'ai failli être prêtre dans la mesure où j'ai pensé à la prêtrise entre l'âge de 12 ans et l'âge de 18 en fait, parce que j'étais dans un milieu très catholique. J'étais dans une école catholique, c'était le collège Saint-Servais à Liège, excellente école. J'étais dans les mouvements religieux beaucoup, je servais la messe. Donc j'étais dans cette ambiance que j'aimais bien, où on m'a appris à lire l'Évangile, à le décortiquer, à faire de l'exégèse. J'ai adoré ça, on a fait un peu de théologie, un peu de philosophie, c'était vraiment passionnant. Et je me suis dit, ben voilà, c'est la vie toute rêvée pour moi, j'ai plus qu'à devenir prêtre, quoi. Tu vois, j'étais dans une forme de tunnel qui m'amenait naturellement à devenir prêtre de l'Église catholique. J'avais 18 ans et j'étais au bord du Gave à Lourdes, en pèlerinage avec les malades de Liège. C'était le train blanc, c'était au mois d'août de l'année 83. Pour être très précis, c'était là. Et mon évêque était là. L'évêque de Liège, Monseigneur Van Zuylen, était là. Et je l'ai rencontré, on s'est arrêté, on a discuté pendant un peu moins d'1 heure, je pense. Il avait pris le temps, très gentiment, il avait pris le temps. Et au terme de l'entretien, je lui ai fait part de mon désir de devenir prêtre. Il m'a dit, moi, à votre place, j'irai faire des candidatures. Alors, les candidatures, à l'époque, c'est les bacs d'aujourd'hui à l'université. Quand ton évêque te dit ça, tu le fais. Alors, je me suis présenté à l'université. Et là, c'était un grand moment parce que, bon, je m'étais dit, je vais pas faire la philo, je vais pas faire la théologie, tout ça, je ferai après. Je vais faire quelque chose que je ferai plus. Et comme j'hésitais entre le droit et la médecine, aussi dans mes options de vie, je me suis dit, voilà, droit ou médecine, lequel des deux? Et j'hésitais. Et à l'époque, c'était des étudiants qui nous inscrivaient, ils avaient des feuilles de papier, c'est encore l'époque où on savait écrire, hein. Il y avait des feuilles de papier avec un bic, et il y avait un étudiant par faculté. Et celui qui inscrivait pour le droit et celle qui inscrivait pour la médecine se sont présentés en même temps. Et le gars qui inscrivait pour le droit a laissé passer la fille qui inscrivait pour la médecine. J'ai fait la médecine. Aujourd'hui,
le temps passe, on évolue, et effectivement, j'ai perdu la foi. En fait, j'ai rencontré l'évêque ensuite qui m'a dit que sans doute je n'avais pas vraiment la foi. Sinon, me dit-il, vous ne l'aurez pas perdu comme ça, mais j'avais une foi qui était très intellectualisée. C'était pas une foi du cœur. Il m'a dit, vous avez une foi du cerveau, vous n'avez pas une foi du cœur. Et ça m'a touché qu'il m'ait dit ça. Et effectivement, je suis quelqu'un d'extrêmement rationaliste, et c'est peut-être ça qu'il avait senti, et c'est peut-être par rapport à ça qu'il m'a dit, allez d'abord faire des candidatures. Croire en la nature humaine, c'est-à-dire croire qu'elle est perfectible, eh bien oui, j'y crois profondément. Et on a des tas d'exemples. J'ai vu encore à la télévision dernièrement un type qui avait été un tueur, qui avait été vraiment une crapule, qui a fait de la prison. Il est sorti de prison, c'est un autre homme. Il vit une autre vie, il vole plus, il tue plus, enfin, il a une vie normale et il a un regard hyper critique sur sa vie antérieure. Donc oui, j'y crois profondément. Alors, dans mon métier, il y a une chose dont il faut être bien conscient. C'est qu'on ne voit que les atrocités, on ne voit pas le reste. Ça veut dire que ce que je vois est sélectionné. Et par rapport à tout ce qui existe dans la nature humaine, par rapport à tout ce que l'homme est capable de faire, moi je ne vois que la merde qu'il est capable de produire, c'est-à-dire le criminel qu'il peut être. Et je peux vous dire aussi que certains criminels, en tout cas, ne sont pas pour autant de mauvaises personnes. Ils ont été, pour certains, pas tous, mais au mauvais endroit, au mauvais moment, dans les mauvaises circonstances qui l'ont conduit à commettre un acte irréparable, qu'il a regretté dès lors qu'il l'a commis. Le problème, c'est qu'il l'avait commis. Mais ça ne veut pas dire que pour autant c'est quelqu'un qu'il faut négliger, quelqu'un qu'il faut vouer aux gémonies, il faut l'aider. Ouais, beaucoup d'entre nous sont capables de tuer effectivement. C'est l'idée que j'ai. Comme je l'ai dit, je le dis souvent, je le dis parce que je l'ai vu. Je l'ai vu chez certaines personnes, dans les mauvaises conditions, au mauvais moment, au mauvais endroit, et ça peut se faire. Ben, rien du tout. Je suis très neutre par rapport à ça. Ça me touche pas. C'est un état de fait, qui est lié au fait que j'ai rédigé des bouquins, puis je suis passé dans des émissions de télé, de radio, etc. C'est un état de fait qui est strictement temporaire, parce que ce genre de choses, ça ne dure jamais. Pour moi, c'est un feu de paille, ça va retomber. Vous savez, dans la vie, tout passe, tout casse, tout lasse. Et donc, cette période que je vis est une période temporaire, une période suspendue, une période dont on pourra déterminer le début et la fin. Le début, on l'a, la fin, elle est à venir, mais elle viendra. Elle viendra. Et donc, c'est une très belle expérience à vivre. Ça, j'avoue, c'est vraiment une très belle expérience à vivre. Je rencontre plein de gens que j'aurais jamais rencontrés autrement, et c'est toujours très intéressant. Mais en même temps, il faut bien garder les deux pieds sur terre, en sachant qu'en plus, tout ça n'est que temporaire. Non. Est-ce que j'aurais imaginé un jour? Non plus. En fait, j'ai pas cherché. J'ai pas cherché, mais quand ça s'est présenté, j'ai pas dit non plus. Si j'avais dit non, je serais pas médiatisé. Ceci dit, dans la mesure où tu écris un bouquin, dans la mesure où tu te lances dans ce genre de métier, entre guillemets, c'est pas non plus pour rester caché, sinon t'écris pas. Donc, il y avait un juste milieu à trouver que j'ai toujours pas trouvé. Je trouve que je suis beaucoup trop médiatisé. On me voit partout, c'est pas normal. C'est pas normal du tout même. Et ça commence doucement à me peser lourd. Donc, il va falloir que je revoie complètement cette façon de vivre parce qu'elle ne me convient pas. Ceci dit, la médiatisation, c'est aussi quelque chose de, comment dire ça, de valorisant. Voilà. C'est valorisant. Tu te trouves place Saint-Lambert, c'était mon cas il y a encore quelques jours, et tu as des gens qui viennent te voir, ils viennent te dire bonjour, ils viennent te demander une photo, etc. Et tu vois que ça leur fait plaisir, tu vois que tu amènes du plaisir aux gens. Ben ça me fait plaisir. De voir que j'amène du plaisir aux gens me fait plaisir. Si j'amenais de la peine aux gens, je m'en excuse, vraiment, parce que ça, c'est absolument pas ce que je cherche. Je suis parfois maladroit, ça c'est sûr, tout le monde l'est, certainement d'une manière ou d'une autre, mais moi sans doute plus que les autres. Et ça me peine de savoir quand je fais de la peine à quelqu'un, j'aime pas ça du tout. J'aime vraiment pas. Moi, tout ce que je cherchais, c'est avoir, avec le premier bouquin qui, normalement, devait être le seul, d'ailleurs, il suffit de le lire, tu vas voir que j'ai bourré un maximum de trucs dedans, ce que j'ai plus fait après. Pourquoi le bourrer dedans? Parce que tu te dis, c'est le seul que j'ai écrit, allez, faut mettre un maximum de choses, quoi. Ce qui est une connerie que je regrette, parce qu'il y a des choses que j'aurais bien étendues dans d'autres bouquins après. J'espérais atteindre 5000 livres, mais ça, c'est pour ma gloriole personnelle, c'est parce que on m'avait dit, mon éditeur m'a dit, écoute, 5000 livres en Belgique, c'est un best-seller. Je me dis, allez, tant qu'écrire quelque chose, tant que ce soit un best-seller. Voilà.
C'est tout ce que je visais. Certainement, elle en a un. Certainement. Je ne sais plus aller nulle part. Je ne sais plus aller nulle part. En tout cas, en francophonie. Hein. Ailleurs, je vais en Italie, je suis peinard. Hein. Je vais à Madrid, je suis peinard. Mais en francophonie, c'est-à-dire en Suisse romande, en France, toute la France, au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique, francophone à tout le moins, et au Québec, on me reconnaît partout. On me reconnaît partout. Alors c'est un plaisir, parce que les gens sont super sympas, mais ça veut dire aussi que si tu veux avoir la paix, bah, tu dois rester chez toi. Voilà. Si un jour tu es bougon et que tu sais que ça va mal se passer, si quelqu'un t'aborde, bah, tu bouges pas. Tu restes chez toi. Je peux plus faire mes courses. Alors, le temps pour faire de la médecine légale, je l'ai encore quand je le prends. C'est-à-dire qu'il faut que je bloque 24 heures plus la matinée du lendemain pour la médecine légale, pour une garde. Mais le problème qui se produit, c'est que quand j'arrive quelque part et que le voisinage est au courant, il y a du monde dans la rue, ils sont là avec les bouquins pour les faire signer ou pour faire un selfie, et je trouve que ça va pas, c'est pas décent. On n'arrive pas sur les lieux où quelqu'un est mort et où une famille en souffrance, avec une vedette qui vient avec tout son védétariat, avec les appareils photo, avec tout le reste, avec les signatures, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et donc, pour l'instant, je fais plus de garde. Je fais encore des autopsies, mais je fais plus de garde. L'utilité que je visais aussi avec mes bouquins, c'était de faire connaître le métier au public et de leur montrer que ça n'a rien à voir avec ce qu'on leur montre à la télé dans les séries américaines, sont juste de la vaste couillonnade. On dirait qu'il a essayé de manger la douille. Et d'essayer d'attirer l'attention du politique sur le fait que nous sommes un métier qui est en train de mourir. Nous étions 40 médecins légistes encore dans les années 2000, on est encore une vingtaine, un peu plus de 20 aujourd'hui. Donc il y a vraiment une dépréciation du métier et c'est dommage parce que c'est un très beau métier. Il y a une pénurie de médecins légistes parce que la médecine légale, c'est très intéressant au début. Parce qu'on a les yeux pleins d'étoiles, on découvre un milieu qu'on ne connaissait pas, on a de vraies responsabilités en médecine légale, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On côtoie un milieu qu'on ne connaît pas du tout, celui de la police, celui des juristes, donc que ce soit les avocats ou les magistrats. C'est vraiment enthousiasmant, vraiment. Donc au début, ils sont tout feu tout flamme, ils sont là. Ils sont célibataires, ils n'ont pas encore d'enfants, ils ont peut-être une petite copine, ils n'ont pas de maison, ils ont juste une voiture, ils vivent chez papa et maman. Et puis la vie démarre. La vie classique, on va prendre la vie classique. Ici, je l'ai vécu, mais des tas de fois. On rencontre quelqu'un, on construit une maison, on fait des enfants. Ah ben c'est fini, hein. C'est fini. En 8-5, ça commence à être quelque chose d'intéressant. Je le reproche pas, hein. Je le reproche pas. C'est pas une critique, c'est une observation. Un 8-5 devient quelque chose d'intéressant, pourquoi? Ben parce qu'aujourd'hui, contrairement à la connerie que moi j'ai faite quand j'étais plus jeune, ils s'occupent de leurs gosses. Donc, ils veulent rentrer à la maison pour faire les devoirs avec l'enfant, pour lui faire à bouffer, pour le mettre au lit, pour voir sa femme, pour avoir une vraie vie de famille. Eh ben, ils ont raison, hein. C'est nous qui étions cons. Il y a pas mal de séries qui mettent en scène des médecins légistes, hein. On a NCIS, on a tous les CSI, on a Balthazar. Je les regarde et à chaque fois, je me marre parce que ils racontent n'importe quoi. Ils inventent même des maladies qu'on ne sait pas voir à l'autopsie, c'est pas possible. Ces gens ont une boule de cristal. Ils ont une connaissance de la médecine légale, mais qui dépasse tout ce que le monde entier peut connaître en médecine légale. Ils vous disent une heure de décès, 23 heures, 52 minutes, 30 secondes. Nous, on dit 23 heures, plus ou moins 3 heures. Donc il y a un vrai problème par rapport à ça, qui laisse croire aux gens que la médecine légale est capable de plein de choses qui sont pas vraies. Et puis quand on présente, je dis ça souvent, mais c'est vrai, quand on présente des médecins légistes à la télé pour jouer dans les séries, hein, c'est soit des femmes, et elles sont superbes, c'est des canons, soit c'est des hommes, et ils sont vieux, handicapés ou débiles. Parfois les trois. Donc il y a, par rapport à ça, un drôle de concept. Comme si les femmes, il n'y a pas de problème, mais pour les hommes, si on fait de la médecine légale, c'est qu'on n'a pas pu faire autre chose, quoi. Alors, est-ce que je pense à la retraite? Ah oui, je pense à la retraite. Et j'y pense de plus en plus, et je me réjouis qu'elle arrive. C'est pas que j'en ai marre de mon boulot à l'université, pas du tout. C'est pas que j'en ai marre de donner cours aux étudiants, loin de là, j'adore ça, j'adore donner cours. D'ailleurs, je donne tous mes cours
hein. Il y a des mauvaises langues, c'est comme partout. Il y a toujours des langues de pute, des langues de vipères. On ne peut pas l'éviter. Hein. Il y en a qui disent que je donne pas tous mes cours, des jaloux, des rats. Eh ben, je les emmerde. Et tous mes cours, je les donne. Il n'y en a pas un que j'ai pas donné. Et je continuerai à le faire. Ça clôt la question. Mais partir, pourquoi? Parce que là, j'ai l'impression d'être au bout de quelque chose. Et qu'il y a peut-être encore d'autres choses à faire dans la vie, je sais pas quoi, mais se donner l'opportunité de faire encore d'autres choses. J'ai l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose. Et c'est pour ça que je me dis que la retraite, finalement, c'est quelque chose de bien. Ça a été bien réfléchi, bien pensé, pour éviter qu'on ne s'ennuie, pour éviter qu'on s'encrasse. Et puis allez, ça fait maintenant 24 ans que je suis professeur d'université. 24 ans que je dirige cet institut. 24 ans que je le tiens à bout de bras parce que, financièrement parlant, ça n'a jamais été simple. Jamais. Depuis le début. J'en ai marre. Il serait temps que quelqu'un d'autre arrive pour reprendre le flambeau plus jeune, encore plein d'enthousiasme, etc., qui soit ce que j'étais quand j'ai démarré. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer les funérailles du regretté professeur Philippe Boxou. C'est vrai. La mort idéale. C'est compliqué parce qu'en fait, j'ai envie de pas souffrir. Et les morts qui font pas souffrir, c'est des morts subites. Et j'ai envie de savoir que je suis en train de mourir. Donc il y a un paradoxe. Savoir que tu es en train de mourir, normalement, il y a une petite souffrance qui va avec. Hein. Ça se fait pas tout seul, ne fût-ce qu'une souffrance psychique. Donc je suis partagé. Ma mort idéale, c'est une mort où je souffre pas, mais je sais que je meurs. Je prépare pas ma mort, je prépare pas mon enterrement. En fait, j'y pense même pas. J'ai conscience, c'est très paradoxal pour un médecin légiste qui voit la mort tous les jours, de ne pas penser à la sienne. Mais la mienne, je l'ai résolue depuis longtemps. Je sais que je vais mourir. Donc c'est plus quelque chose qui me soucie, qui me crée du souci. Parce que je sais que je vais mourir. Le seul souci que j'ai, c'est de ne pas souffrir. Donc je la prépare pas. Et quand on me parle de mon enterrement, ouais, on a bien le temps les gars, on verra ça plus tard. Mais si aujourd'hui on me posait la question, allez, Philippe, tu meurs demain, t'as quelque chose de grave, demain t'es mort. Et quelle musique veux-tu qu'on passe dans ton enterrement? Aujourd'hui, je penserais plutôt au Requiem de Mozart, qui est une musique absolument géniale. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi? La vérité. Il y a un truc qui m'énerve aux enterrements. La personne qui meurt est toujours exceptionnelle. Nous sommes tous exceptionnels. Nous sommes tous uniques, c'est vrai. Mais on n'est pas que dans l'exception. Et j'aimerais bien quand même qu'on arrive à dire que j'emmerdais le monde pour certains aspects de ma personnalité, que j'ai pas fait que de bonnes choses, être un peu complet, quoi. Donc si je venais à mourir en 2025, pourquoi pas? L'année n'est pas finie, hein, il peut encore arriver plein de choses. Eh bien, je serais fort content de la vie que j'ai vécue. 60 ans où j'ai eu une enfance qui était heureuse. J'ai pu faire les études que je voulais. J'ai pu ensuite arriver à l'université, c'est ce que j'avais envie de faire. J'ai pu devenir prof d'UNIF. J'ai pu avoir des enfants, avoir une famille, avoir des amis. Je me suis bien marré. J'ai pu devenir président de l'Ordre des médecins, ça j'en rêvais. J'ai même pu être vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins, c'est pas mal. Et puis j'ai pu découvrir un milieu qui n'est pas le mien, qui est celui de l'écriture, et puis celui des médias, etc. Vous êtes là. C'est quelque chose d'exceptionnel, franchement. Est-ce que j'ai des regrets dans ma vie? Sûrement, mais j'évite d'y penser. Ma plus grande fierté, mes enfants. Et d'avoir réussi à tenir l'Institut de médecine légale à flot pendant 24 ans. C'était pas gagné. Ce que mon métier a certainement changé dans mon rapport à la mort et à la vie, c'est que j'ai pleine conscience qu'il faut profiter de la vie tant qu'elle est là. Et il n'y a pas besoin d'être médecin légiste, hein. Je pense que tous les médecins ont la même notion. Plus on avance dans la vie et plus on ramasse des méas de santé qui peuvent parfois être particulièrement graves et emporter l'existence. À partir du moment où un méa pareil nous tombe sur la tête, à partir du moment où une maladie aussi grave nous tombe sur la tête, c'est le monde qui s'effondre. Et je crois qu'il faut profiter de la vie tant qu'elle est là, c'est-à-dire tant qu'on le peut et tant que notre état d'esprit le permet. Profitez bien de la vie avant d'être dans mes livres.